matin. Merci d'être tous présents et d'avoir été indulgents. On a eu quelques petits problèmes de micro ce matin qui nous a fait commencer un peu plus tard. Alors, Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce, ça me fait plaisir de vous voir tous ici réunis. Merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir de vous savoir présents avec nous. Ce matin, nous enregistrons 390 inscriptions. Donc, définitivement, cette 17e édition du déjeuner du président est encore une réussite et on serait encore plus plein si on aurait eu du beau temps ce matin. Donc, l'équipe du CEB cette année est particulièrement fière de vous présenter l'édition du déjeuner du président 2018. Parce que ce matin, nous aurons la chance d'entendre 4 conférenciers d'exception provenant de 2 grandes familles beauceronnes qui viendront nous parler d'un sujet quand même assez difficile, un sujet personnel et touchant, soit la famille et les affaires. Je constate d'ailleurs que ce thème a rejoint beaucoup d'entrepreneurs parce que j'ai aperçu ce matin dans la salle plusieurs parents qui sont venus avec leurs enfants, des couples en affaires, des frères et sœurs en affaires. Alors, merci beaucoup. C'est très touchant de voir que vous avez pris au sérieux cette invitation-là. Donc, petite consigne, le déjeuner devrait se terminer vers 9h, 9h10 et par courtoisie pour nos conférenciers, merci d'éteindre vos téléphones cellulaires si ce n'est pas déjà fait. Alors maintenant, le déjeuner porte son nom. J'inviterai le président du CEB, du Conseil économique de Beauce, Tony Turcotte, à venir me rejoindre sur la scène. Parce qu'avant les bienvenus officiels, nous avons une petite surprise pour quelqu'un dans la salle. J'invite donc à se joindre à nous, Monsieur Rémi Fortin, pour la remise d'un cadre souvenir soulignant son implication à titre de président du CEB des années 2016 à 2018. Merci Rémi, merci de l'accueillir chaleureusement. Plaisir. Merci beaucoup. Tu peux dire un mot? Peut-être te dire, Rémi, que depuis 1975, tu es le 16e président, tu as été le 16e président du CEB. Alors, on veut te remercier pour ton temps, ta grande implication et surtout ta rigueur qu'on a appréciée au sein du conseil d'administration. Alors, merci beaucoup. Je te laisse la parole. On me dit un mot. Merci. Non, ça fait un plaisir d'être faire partie de l'équipe du CEB pendant ces années. C'est pas l'histoire d'une seule personne. Tony a pris la relève. C'est une histoire de plusieurs personnes qui ont passé au fil des années au niveau du conseil d'administration. Donc, je remercie tous ceux également qui ont fait partie durant mon temps du conseil d'administration et également l'équipe. Donc, merci et bonne continuité. Merci, Rémi. On va le baisser parce que là, je te le mets d'en face. Merci. Merci. Alors, bonjour, je me présente Tony Turcotte, je suis le président du conseil d'administration du Conseil économique de Beauce et également directeur finance et administration chez EBI Électrique. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette 17e édition, j'allais dire du souper des jeunes gens d'affaires, c'est parce qu'on vient juste de passer par là, du déjeuner du président. D'emblée, je veux débuter en remerciant les partenaires corporatifs du CEB, TELUS Affaires, la financière Sun Life, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ainsi que la MRC Beauce-Sartiguan. Je profite aussi de l'occasion pour souligner la présence de certains de nos élus, dont également de Samuel Poulin. Merci Samuel et toute son équipe qui sont là ce matin, qui est député de Beauce-Sud à l'Assemblée nationale. Merci. Vous savez, j'aime particulièrement cette activité, pas seulement parce que c'est mon déjeuner, là, mais parce que cet événement-là met en lumière aussi les entrepreneurs de chez nous qui viennent parler de leur vécu, de leurs émotions, leurs préoccupations et surtout de leurs rêves.
Chaque édition nous permet de comprendre différentes expériences, nous fait grandir comme communauté d'affaires. Le thème de ce matin est particulièrement d'actualité car il touche de nombreuses entreprises beauceronnes, comme Hélène l'a dit précédemment. Il me touche aussi directement dans le cadre de mon travail chez EBI Électrique. En effet, M. Martel et 2 de ses enfants, Julien et François, je les salue, ils sont ici ce matin, sont actuellement dans le cadre d'un processus de relève. Messieurs, je vous salue, je vous félicite pour la rigueur, la lucidité et toute la prévoyance que vous y mettez. Comme vous le savez peut-être, si nous sommes en mesure de vous offrir gratuitement ce déjeuner ce matin, c'est grâce à la générosité de 3 fidèles commanditaires qui sont là année après année. Ils composent la table d'honneur et laissez-moi vous les présenter maintenant. De Desjardins Entreprises Beauce-Sud et Appalaches, représenté par M. Alex Marcoux, directeur de compte. Bonjour. Bernier Baudry, avocat d'affaires, représenté par Maître Jérôme Baudry, avocat et président de l'entreprise, qui a également fait l'objet d'une relève familiale, lui aussi, également, dans le cadre de son entreprise. Et Dancause, conseiller en stratégie d'affaires, représenté par M. Philippe Dancause. Se joignent à eux cette année le programme de formation Relève PME offert aux entreprises de Chaudière-Appalaches. Salutations à M. Dave Filion, conseiller au développement des affaires, là je vais le lire parce que je ne veux pas me tromper, au service de la formation continue du Cégep de Thetford Mines. Merci Dave. Évidemment, à tout honneur aussi, nous retrouvons à notre table 4 conférenciers qui vont vous être présentés un peu plus dans le détail un petit peu plus tard. Madame Julie Dutil de Rocky Mountain. Monsieur Raymond Dutil également de Rocky Mountain. J'ai bien fait de l'écrire parce que je me serais trompé, j'aurais dit l'autre nom qui était là avant, mais c'est Rocky Mountain. Gabriel Bolduc de Case-Me. Et finalement, M. Bernard Bolduc de Altrom. Pour vous, ça fait déjà quelques années, on a commencé à prendre l'habitude. J'invite à l'avant les 3 représentants de nos commanditaires majeurs du déjeuner à vous adresser quelques mots, soit Alex Marcoux, Maître Jérôme Baudry et M. Philippe Dancause. Mesdames, Messieurs, bon matin. Desjardins Entreprises Beauce-Sud et Appalaches est un partenaire naturel du CEB. C'est pourquoi Desjardins réitère fièrement son appui cette année au 17e déjeuner du président. C'est toujours un honneur pour moi de représenter Desjardins. Desjardins s'implique régulièrement dans la communauté et plus particulièrement auprès de la communauté d'affaires. Vous tous dans cette salle, pouvez me nommer un organisme, un événement, une activité dans laquelle Desjardins a fait la différence. Si Desjardins s'implique autant activement auprès de la communauté, c'est pas mal grâce à vous, les entrepreneurs. Pour la majorité d'entre vous, vous nous avez choisis comme partenaires financiers et comme conseillers. Merci de nous faire confiance. Merci de nous permettre de redonner à la collectivité. On entend régulièrement parler de la conciliation travail-famille, mais un peu moins de la conciliation affaires-famille. Ce matin, Dame Météo nous rappelle que le temps des fêtes approche à grands pas. Lors d'une transaction de relève familiale, il y a toujours des enjeux un peu plus humains. Je me plais souvent à dire que le plus important, c'est pas l'argent. Le plus important, c'est que toute la famille soit heureuse et surtout, le plus important, c'est que toute la famille soit présente à Noël. Bon déjeuner. Bon matin à tous. Tout d'abord, merci au CEB pour l'organisation de ce magnifique événement. Je suis pas là souvent, mais si on compare à Québec, il y a plus de monde au déjeuner en Beauce qu'à Québec, à la Chambre de commerce, entre autres. Merci à nos commanditaires qui rendent possible ce magnifique déjeuner et également merci à nos conférenciers pour le temps que vous allez nous consacrer ce matin. C'est un immense plaisir que Bernier Baudry a accepté pour une 15e année consécutive d'être commanditaire du déjeuner du président et surtout lorsqu'on a pris connaissance du sujet qui sera abordé aujourd'hui, soit la famille et les affaires. En effet, la famille et les affaires, c'est un sujet qui touche Bernier Baudry de manière directe depuis plusieurs années, et plus particulièrement au cours des 2 dernières années. 2 années durant lesquelles mes partenaires, dont Maître Catherine Leblanc, qui est ici, qui fait un excellent travail en Beauce,
ont travaillé pour prendre la relève de mon père, suivant un processus planifié de longue date, mais qui s'est déroulé en accéléré durant les 2 dernières années. Donc, dans un processus de transfert fort en émotion, parfois fait de haut et parfois fait de bas, il ne faut jamais oublier que c'est pas par pur hasard que nous utilisons l'expression « famille et les affaires », mais bien parce que la famille devra toujours passer avant les affaires. Malgré les difficultés que ce passage oblige, mon père et moi avons toujours réussi à garder une relation privilégiée et j'en suis fier. Tout comme je suis fier de pouvoir continuer la croissance de notre entreprise avec mes nouveaux partenaires. Fort de mon humble expérience, l'ouverture d'esprit, d'une part, et le respect, d'autre part, sont, à mon avis, les ingrédients essentiels pour faire d'un succès avec la famille en affaires. Merci, bon déjeuner. Bonjour. Maître Baudry, la raison pour laquelle à Québec, il y a moins de monde à la Chambre de commerce, c'est parce que c'est plate. C'est bien facile, c'est pas compliqué. C'est ça, moi non plus, ça fait des années que je suis pas allé là. Je vais prendre 3 minutes, non, c'est 2 minutes que j'ai, hein. Je prends les 2 minutes et demie que j'ai pour parler de 3 affaires. Tony, tu le sais pas, mais je suis de la relève aussi. C'est vrai. C'est correct. J'ai vécu ça. J'ai vécu la famille en affaires. J'ai appris quelques éléments, quelques petits morceaux de sagesse. Puis j'en ai vu quelques dizaines aussi dans ma carrière de presque 25 ans maintenant. Puis il y a 3 affaires que je retiens dans la famille en affaires qui, c'est pas des recettes du succès, disons que c'est des recettes qui augmentent les chances de succès, je vais le dire comme ça. Le premier, c'est les enfants ou la famille qui a pu vivre un petit peu ailleurs que dans l'entreprise avant de rentrer dans l'entreprise, là, ça fait une grosse différence. Se faire soi-même, là, pas être vu comme des gens de la famille, c'est pas facile, hein? Moi, j'ai commencé aux poubelles et à la photocopie, là, chez Groupe d'Encause, là. Puis j'ai été vraiment content de travailler 10 ans ailleurs, là, après, là, parce que t'es pas perçu de la même façon. Tu te penses bon aussi. Tu sais, c'est tout mélangé, cette affaire-là. De se faire ailleurs, de se faire soi, d'arriver avec ses propres armes, c'est très, très, très précieux. Deuxième condition de succès ou qui augmente les chances, ça, je vais le dire aux parents dont les enfants prennent la relève, ne leur laissez pas juste que ça vous tente plus de faire. Non, mais je dis ça, là, on rit, là, mais c'est comme ça les 4 quarts du temps. OK? C'est tannant. Non, c'est vraiment, c'est pas facile parce que, je veux dire, vous en rendez pas compte du poids déjà qu'il y a sur une personne qui arrive, mais justement, de donner peut-être ce que vous avez plus le goût de faire, le message n'est pas super bon. Puis en plus, vous allez vous mettre à aimer votre job parce que vous faites juste ce que vous aimez. Puis là, vous allez rester super longtemps. Fait que voyez-vous le pattern. OK? Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Message, OK? 3e point, respect. Respect. Des 2 bords. Moi, je suis arrivé là, chez nous, là, si vous saviez ce que je voulais changer, puis tout qui marchait pas, puis c'est de même, il fallait que ça marche maintenant, puis j'en avais des idées. Puis en avançant, respect. À chaque année, j'ai compris ce que mon père avait bâti. J'ai commencé à comprendre pourquoi il faisait les affaires de même. J'ai commencé à respecter ce qui était en place. Pas à dire qu'il fallait pas que ça change, pas à dire ce que je pense, mais à le dire avec amour, à le dire avec respect, à accepter des fois qu'il y avait des niaiseries qui allaient continuer, puis c'était bien correct. Tu sais, vraiment, ce respect-là est important. Mais le respect de mon père aussi, qui m'a donné la chance d'en faire un petit peu plus, qui m'a montré son admiration, qui m'a dit que ça allait bien, tu sais, des 2 bords, là, ça marche. Puis, je peux vous le dire, dans les quelques dizaines que j'ai vues ailleurs, professionnellement, à chaque fois que ça était présent, les 2 autres éléments, mais ça, le respect, là, ça a toujours marché. Savez-vous quoi? Même quand ça n'a pas marché, ça a marché. Parce que des fois, ça finit que la personne, elle reste pas dans le business. Elle décide d'aller ailleurs. Mais quand ces 3 conditions-là sont là, quand la personne a vécu un petit peu ailleurs, elle sait qu'elle peut faire sa vie ailleurs. Hein? Quand elle a fait des choses qu'elle aime,
puis qu'elle a appris dans la business à s'être équipée aussi, qu'elle reste dans le business ou pas. Puis quand il y a du respect, ben si on décide que c'est ailleurs que ça se passe, ben il y a encore une vie de famille après. OK? Fait que ces 3 choses-là, pour moi, je pense que c'est ce que je voulais vous livrer. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est un vrai conférencier. 3 points sur une petite feuille comme ça. Félicitations, merci. Merci beaucoup. Merci les gars, merci de votre accueil. Vous aviez tous des excellents mots, très empreints de vos propres réalités, puis on l'apprécie beaucoup. En mon nom, en celui de mes collègues administrateurs personnels du CEB, qui travaillent très fort pour organiser ce déjeuner ce matin, nous vous remercions de votre présence. Je vous laisse au bon soin de notre animateur, nul autre que Bastien Lapierre, qui viendra vous présenter les conférenciers qui vont animer le déjeuner de ce matin. Alors, bon matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence. Je me présente, Bastien Lapierre, commissaire industriel au Conseil économique de Beauce, mais également animateur à mes heures. Alors, notre thématique ce matin, la famille et les affaires. Vous aurez compris, comme il s'agit d'un déjeuner, on se donne 1 heure pour parler de la thématique. C'est pas un brunch. Donc, on a décidé d'aborder le sujet sous 3 angles précis. Donc, ce matin, nous discuterons et nous échangerons sur la communication, les décisions et la pérennité. L'objectif de l'équipe du CEB et de nos conférenciers ce matin, c'est que chacun d'entre vous reparte avec une piste de réflexion sur la thématique. Pourquoi? Parce que le pas le plus important dans un grand voyage, c'est assurément le premier. Et pas que nous espérons que vous ferez suite à cette activité. Vous savez, pour s'assurer d'un succès, il faut un bon sujet, de bons conférenciers, une bonne organisation, un bon public, mais aussi des bons outils. Et qui dit bons outils au déjeuner du président, dit ami du président. Et qui dit ami du président, dit cadeau. Alors, lorsqu'on a demandé à Tony, qu'est-ce que tu aimerais offrir aux gens ce matin? Tony, dans sa grande générosité, a dit, moi, là, ce que j'aimerais, là, si on pouvait tous leur donner une tablette. Ben, Tony, ton rêve s'est réalisé. Tous les gens ont reçu une tablette. En tout cas, si vous ne l'avez pas reçue, là, vous pouvez la demander. En prime de cette tablette, on a un de nos partenaires, Bernier-Baudry, qui nous fournit également le crayon. Alors, quand je vous dis piste de solution, on écrit la piste de solution, puis on repart avec. Et qui sait, peut-être que ce crayon pourra servir également à remplir notre petit questionnaire d'appréciation là, qu'on a mis sur les tables. Donc, on vous invite à prendre en note cette piste-là, puis vous pourrez partir avec le crayon et la tablette en quittant. Maintenant, sans plus attendre, j'invite donc à l'avant Mme Julie Dutil et Messieurs Raymond Dutil, Bernard et Gabriel Bolduc à venir me rejoindre pour débuter. C'est au fond. Bon, tu passes par en avant. Ah. Ça marche. Ah, Bernard. C'est juste moi qui parle. Alors, commençons tout de suite par... on va commencer par une petite vérification. Si vous voulez tous dire bonjour pour que notre technicien au son puisse ajuster vos voix. Alors, Raymond. Bonjour. Ça fonctionne? OK. Ben, bonjour. Allô? Bonjour Tess. Bonjour tout le monde. Non. Tourne t'asseoir. Ça fonctionne pas. Un, deux. Alors, 4 conférenciers. Je pense qu'on est heureux et on est privilégié de vous avoir ce matin. Je vous remercie pour votre grande générosité. Puis je vous remercie aussi d'accepter de vous prêter à l'exercice qui n'est pas nécessairement évident, là, parce que je vous ferai remarquer qu'on n'a pas appris un discours par cœur. On se donne vraiment la chance de pouvoir discuter puis au niveau de la thématique. Donc, pour débuter, j'inviterais peut-être juste une mise en contexte pour qu'on parte tous du même endroit. J'inviterais peut-être chacun des conférenciers à se présenter puis présenter également l'entreprise et ainsi que son parcours. Je commencerai par Raymond, si tu veux.
ce qu'on nous a dit, c'est qu'on avait 6 minutes à 2. Fait que j'en ai 4, Julien en a 2. Voilà. Fait que j'aimerais remercier Bastien. Il a dit pour que ça aille bien, ça prend des bons conférenciers, ça prend aussi un bon animateur. On a convenu ce matin que si ça allait bien, c'était grâce à nous autres. Ça va mal, c'est à cause de Bastien. Non, C'est ça. Fait que bon matin tout le monde. Merci d'être ici. J'ai été on était sous le choc. C'est toujours pareil. On se fait inviter 3 mois d'avance. On dit oui, puis la veille, on dit comment ça que j'ai accepté. Surtout que moi, j'étais en voyage, puis on a reçu la liste des invités. Là, ça a un peu monté la pression. Fait que, encore une fois, c'est d'autant plus stressant que quand je regarde dans la salle, il y en aurait beaucoup d'autres qui pourraient être ici, là, qui peuvent aussi là, expliquer leur parcours famille à faire. Là. En tout cas, on a été choisis. Merci au CEB d'organiser ça. Moi, je vais vous parler de mon parcours. Là. C'est ça qu'ils ont été fait pour l'introduction. Tous les parcours sont différents. Le mien n'est pas meilleur ou pire que les autres. Il est seulement différent. Donc, je vais commencer. Je débute par mes études, puis vous allez comprendre le cheminement du reste. Là. Moi, j'ai étudié en génie mécanique, donc c'est très... ma présentation est très coordonnée et très datée. Donc, j'ai étudié à l'Université Laval de 73-77 en génie mécanique. Et en termes d'études aussi, à la fin des années 90, j'ai eu la chance d'aller à Boston, à Harvard, qui s'appelle OPM. Il y en a d'autres qui ont fait ça ici. Ça s'appelle Owner President Management Course. Autrement dit, c'était des présidents propriétaires qui suivaient un cours 3 semaines par année pendant 3 ans. Donc, ça m'a donné un peu le volet d'administration. Aussi, dans mon parcours, avant que j'arrive, c'est un peu sur l'historique de la compagnie. C'est important, dans toute compagnie, on travaille fort, ce qui est là. Ça fait que moi, je me suis marié en 1974 avec Lise, qui est ici aujourd'hui. Ça fait 44 ans. Imaginez-vous comment elle est patiente. Dès 80, on avait déjà 4 enfants. Puis qu'on parle de famille, il y a Geneviève, je remercie, tous les enfants sont là. Geneviève qui fait du Montréal-Saint-Georges, qui est actuellement a des mandats à l'AEB. Christian qui est pris, je ne sais pas où, parce qu'il n'a pas pu, il a manqué son avion à cause de la tempête, il revenait d'Asie. Christian qui est patron de Bodyguard Fitness. Il y a Jacques qui est ici, merci Jacques qui est à Montréal, c'est parti d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Bonaparte. Je fais de la publicité, genre, qui s'appelle Bonaparte. C'est des appartements à Montréal. Allez sur bonaparte.com, ils vont vous donner des services, etc. Et il y a Julie qui est ici. Donc, elle va se présenter elle-même. Donc, en juin 1977, il y a eu la fondation de ProSic Incorporée. Ça a été fondé par mon père Roger. À noter aussi, dans toute l'historique de ProSic, il y a eu à la fois mes frères et ma sœur qui ont été actionnaires à des moments donnés, in and out. Mais ça a été parti par mon père Roger. Pour ceux-là qui l'ont connu, il a parti beaucoup de choses. Papa était très entrepreneur. Et je dirais aussi, donc moi j'ai eu l'expérience de travailler avec mon père. Julie elle commence à avoir l'expérience de travailler avec son père. On ne sait pas ce que c'est. En tout cas, c'était intéressant. Dès le début, pour ceux-là qui étaient là, dans les années 77, dès le début, on était international. Donc moi j'étais très jeune à l'époque. C'est quand même très intéressant de rentrer dans une business de produits de consommation, puis qui fait aussi l'international. Donc, dès cette époque-là, on importait des composantes de vélo autant d'Asie que d'Europe. Que je fais la mention parce que de nos compétiteurs ne faisaient seulement que l'Asie, nous autres, on faisait les deux. On a appris dès le début à gérer l'international. Bon, aujourd'hui, ça a l'air Bénin, excusez-moi. On faisait des lettres de crédit, des traites, on gérait des devises. Et à l'époque, là, des devises, là, il y en a qui n'aiment pas l'euro. Moi, j'adore l'euro parce qu'il fallait que je fasse des transactions en francs français, en lire italienne, en Deutschmark, etc., en lire japonaise comme toujours. Il y a tout l'aspect logistique. Donc, très tôt, on est rentré dans ce bain-là. Et croyez-le ou pas, il fallait travailler avec des télégrammes. Okay? Et après ça, on a eu une grosse innovation. On a eu un téléx. OK? Et là, les Japonais, très rapidement, sont arrivés avec un fax. Il y en a nos clients qui ne savent même plus ce que c'est. Mais c'était ça a été l'époque, c'était assez intéressant. C'était aussi beaucoup de voyages. Étant jeune, on aimait ça, en Asie, un peu partout. C'est très intéressant. J'étais en Chine pour la première fois en 82. C'était le tiers-monde. Ça a beaucoup évolué. Dans les années 80, pour ceux-là qui se souviennent, on a managé des marques comme Vélosport. On a eu la licence Peugeot. On a fait l'achat de CCM Vélo. Ça fut une croissance très rapide. Dans 1977, on a fait à peu près 75 000 vélos. Puis dans ces années-là, on était rendu à 500 000 par année. C'est un peu trop rapide comme croissance. Dans les années 90, on a agrandi l'usine plusieurs fois. En 99, on était rendu à 6 millions de vélos fabriqués à Saint-Georges. Au cumul, en 2008, on s'est rendu à 8 millions de vélos qui ont été faits à Saint-Georges. Donc,
presque tous les Québécois se sont promenés à cette époque-là avec un de nos vélos. En 97, c'est très stratégique. On achète Rocky Mountain Bicycle à Vancouver. C'est un achat très stratégique. Heureusement que quand on l'a acheté, j'avais un contact avec le propriétaire, etc., qui voulait vendre, etc. Et il n'a pas sollicité des ventes à gauche et à droite. On était les seuls acheteurs. Heureusement, on n'aurait pas eu moyen de l'acheter. Donc, on a acheté les actifs de Rocky Mountain Bicycle en 97. Ça avait été fondé en 83. Dans les années 2000, on serait mort un peu. En 2004, il y a eu des Jeux olympiques à Athènes. On a été très chanceux. On avait Marie-Hélène Prémont qui a gagné la médaille d'argent en compétition de vélo de montagne sur un Rocky Mountain. Ça a été très, très intéressant parce que Rocky Mountain était moins connu au Québec qu'ailleurs. Donc, Marie-Hélène nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Dans les années 2008-2010, on a vendu les actifs de CCM. Ça faisait 25 ans qu'on avait la marque CCM pour les vélos. On a vendu ça. Conséquemment, on a abandonné la vente de vélos au magasin en chaîne et on s'est focusé pour les magasins spécialisés. Je dirais que de ces années-là, de 2008 je dirais même à 2017, ça a été assez rodéo. C'est un virage à 180 degrés quand vous faites, je sais pas moi, 1000 vélos par jour, puis soudainement, vous en faites rien que 25. C'est un peu un choc. 2009, on a commencé un peu un virage. On a commencé le développement d'un vélo électrique qu'on a mis en marché en 2012. On a lancé un vélo électrique urbain avec un moteur électrique fait à Saint-Georges. En 2017, ça a été le lancement d'un vélo de montagne électrique en Europe. Juin 2018, j'achève, ça ne sera pas trop long. Juin 2018. Ne t'inquiète pas, Raymond, les gens comprennent que tu vends des vélos, donc les autres auront juste à pédaler un peu plus vite. OK. C'est très drôle. Donc, j'ai parlé de 1977. En juin 2018, 41 ans plus tard, il y a une décision très stratégique qui a été prise, puis je dis très émotive, de changer Pro-C qui est devenu Rocky Mountain, pour la simple raison que la marque Rocky Mountain représentait 95% de nos ventes et c'était strictement au Canada qu'on vendait autre chose que des Rocky Mountain. Donc, c'est aussi très émotif. Mon ami Bernard m'a un peu... Je l'ai consulté parce qu'il y avait la même chose je me souviens plus du nom, mais il est allé à Altrum. Donc, ça a été une décision difficile, mais je pense stratégiquement très importante. Donc, aujourd'hui, Rocky Mountain, c'est 100% de vélo de montagne. On est strictement focusé sur le vélo de montagne, incluant le vélo de montagne électrique, qui est en très grande croissance, surtout en Europe. Les ventes, c'est 45% de nos ventes sont au Canada. Et l'autre secteur, c'est l'exportation. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'Amérique du Nord, c'est 35% de nos ventes. Et les États-Unis, c'est 20%. La plupart des compagnies à l'exportation vendent plus aux États-Unis qu'ailleurs. Nous, c'est 35% hors Amérique du Nord et 20% aux États-Unis. Saint-Georges est le bureau chef de la compagnie. On a notre département de recherche et développement électrique qui est en train de grossir à Saint-Georges. À Vancouver, c'est la recherche et développement du vélo de montagne. Ils sont aux bonnes places pour ça. Et évidemment, il y a le marketing qui est là-bas. Aujourd'hui, c'est une équipe de plus ou moins 125 personnes qui sont motivées et qui ont su traverser les tempêtes. Je les remercie beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de tempêtes chez nous. Donc, en terminant, j'ai beaucoup appris durant ces 40 années. On va en parler peut-être un peu plus. C'est l'équipe qui fait la différence. Là, je répète, là, c'est moi qui ai été ici en avant, là, mais s'il n'y avait pas eu d'équipe, je ne serais pas là. Ça fait vraiment la différence. Ce qui est important pour des personnes comme nous, c'est le réseau. Il faut avoir des réseaux, des amis dans l'affaire. J'ai participé à des conseils d'administration, etc. On a une richesse en Beauce qui s'appelle l'EEB. Okay? Les gens qui passent à travers l'EEB, ils sortent là avec un réseau. Et c'est très, très important. En terminant, ce qui me motive, et encore, c'est les défis. Okay? S'il n'y a pas de défi, je vais mourir. Puis moi, j'aime toujours aimé dire impossible n'est pas français, mais je l'ai changé, j'ai dit impossible n'est pas Beauceron. Merci. Merci, Raymond. On peut sentir la passion pour l'amour de son entreprise. Puis je pense que famille en affaires, c'est ça aussi. Ouais. Julie, veux-tu nous parler de toi? Ben oui, je serai brève vu que le 4 minutes a dépassé. Pédale. Je vais pédaler. Légèrement, là, juste rapidement, mon parcours. En fait, je suis partie rapidement de la Beauce pour m'exiler à Montréal, pour partir vivre ailleurs. Fait que j'ai fait mes premières armes académiques en hôtellerie, donc en gestion hôtelière à Montréal, pour ensuite revenir vers Québec. J'ai fait mon baccalauréat en arts plastiques. Donc, il pouvait sembler avoir aucun lien entre les deux.
J'ai finalement trouvé le lien. J'ai parti mon entreprise en sortant des Beaux-Arts, en partant mon entreprise d'agence d'artistes en art visuel. J'ai bien compris que j'étais meilleure à gérer des artistes, les aider dans leur stratégie que de moi-même faire des peintures. J'ai vite compris aussi que j'aimais bien être mon propre patron, puis que j'aimais bien faire avancer les choses. Donc, j'ai eu mon entreprise, ma micro-entreprise pendant près de 5 ans. Puis, en 2013, on m'a appelé, puis on m'a demandé si ça me tentait de revenir dans l'entreprise familiale, puis si ça me tentait d'embarquer dans une aventure. Ce à quoi j'ai dit oui. J'ai quand même réfléchi beaucoup. Revenir dans Beauce, premièrement, pour une fille qui était partie à 16 ans. Revenir aussi travailler avec son père. Donc, je me suis questionnée. Là, je pense que j'ai passé 3 entrevues avec Guillaume pour qu'il me convainque de venir travailler chez ProCycle dans le temps. Fait que j'ai dit oui. J'ai beaucoup appris. En fait, les 3 premières années, mon rôle était de gestion de marque, une marque italienne qu'on distribuait sur le territoire canadien. Fait que j'ai beaucoup appris le métier sur qu'est-ce que c'était de vendre des vélos. Je connaissais déjà l'entreprise de ma jeunesse, là, d'être passée dans des jobs d'été. Mais là, j'ai appris vraiment ce que c'était de mettre en marché une marque de vélo, comment on construisait un vélo, comment on allait chez les marchands, comment cette industrie-là fonctionnait. J'ai beaucoup appris aussi à la table de la stratégie au sein de l'entreprise. Donc, quand mon rôle a été amené à changer, ça devenait un peu naturel qu'il y ait quelqu'un au sein de l'entreprise qui ait le rôle dédié à la stratégie. Et c'est dans les mêmes années où, en fait, où aussi structurellement dans l'entreprise, il y a l'exécutif, en fait, qui s'est formé. Donc, j'ai été invitée à siéger à l'exécutif. Donc, ma vision aussi de l'entreprise a beaucoup changé depuis. Fait que je me suis beaucoup développée à travers ça. Puis depuis 2017, j'ai décidé de faire le vrai saut. Je suis redéménagée officiellement en Beauce. Donc, un gros passage. Après avoir passé 1 an complet au bureau de Vancouver, donc comme Raymond l'a dit, on a un bureau à Vancouver pour le développement. Fait que je suis allée passer 1 année là-bas qui a été très formatrice. Vivre dans une entreprise où est-ce que il y a double bureau, double réalité, une réalité Beauce Run, siège social, production, puis une réalité plus marketing, plus petit bureau anglais sur le West Coast. C'est assez, ça peut être dichotomique des fois là dans la compréhension de comment on peut arrimer ces 2 choses-là. Je pense que dans le passé, avec ProCycle, Rocky, c'était plus difficile. La décision stratégique et émotive que Raymond a pris par rapport à devenir Rocky Mountain, ça aide beaucoup à ça. Puis, c'est comme Philippe Dancause le disait tantôt, des fois, il faut être dans le respect aussi des décisions qui se prennent pas nécessairement aussi vite qu'on aurait voulu, mais de voir que les choses changent puis que les choses avancent, on en est là aujourd'hui puis on est Rocky Mountain, puis c'est ma petite goutte d'eau dans tout ça puis dans l'avancement, mais avec un parcours qui est très atypique, puis qui fait quand même, je pense, que sa force au sein d'une équipe, comme tu l'as dit, qui est diversifiée, là. Donc, mon parcours qui n'est pas du tout un parcours linéaire vers la famille en affaires, mais je suis très contente d'avoir fait le choix. Merci, Julie. On comprend mieux pourquoi Julie... On comprend mieux après ça pourquoi Julie, l'entreprise dirige vers le vélo de montagne. Là. C'est pas vraiment l'autoroute. Là. On s'en va dans les sentiers. Alors, Gabriel? Oui, moi, ça va être super rapide. En fait, à 25 ans, on a beaucoup moins de vécu que les 2 autres ici à côté. Mais... Excuse-moi. Je suis vraiment vieille. C'est bon. Les deux vieux. Les 2 vieux, c'est ça. Pour faire ça court, en fait, 2015, gradué du HEC à Montréal en entrepreneuriat. C'est à l'école que j'ai fondé commencé le projet plutôt de l'entreprise que j'ai actuellement, qui est KSME. Mais par contre, c'est en 2016 que ça s'est officiellement fondé avec mon partenaire William. On a lancé une compagnie qui fait des études cellulaires personnalisées. Donc, on conçoit et produit des études cellulaires. Par contre, en 2016, on était tous les 2, et moi et William, chacun dans une entreprise. Donc, on était simplement à temps partiel pour KSME. On faisait ça de soir et fin de semaine. De mon côté, j'étais chez BCH Images. J'étais chargé de projet chez BCH Images. Puis, 2007 arrive, KSME grandit un petit peu plus, on a notre premier employé qu'on a embauché. Et j'ai aussi annoncé mon départ de Image. Par contre, ça m'a pris un peu plus de temps à vraiment quitter. J'ai quitté seulement en 2018.
Aujourd'hui, mon implication dans Image, je suis encore dans les comités de direction, je fais encore quelques petites tâches pour eux. Donc, en gros, ce que j'ai vraiment perdu d'Image, c'est juste mon salaire, dans le fond. C'est bon. T'as mal négocié. Ouais, c'est ça, j'ai mal négocié. Mais vraiment, le focus, c'est aujourd'hui à temps plein chez KSME, puis on est passé de 1 employé en 2017 à maintenant 9. Donc, ça grossit très vite. Puis, on focus là-dessus présentement. S'il y a des gens qui ne le connaissaient pas, là, vous savez, son visage vous dit probablement quelque chose. Il a fait quelques apparitions à la télévision. Oui, dans la vrai, dernière année. En 2018, j'ai oublié de dire, on est allé dans l'œil du dragon pour KSME. Alors, Bernard? Ce qui devait être bien plus énervant qu'ici. Oui, ça pratique un peu. J'écoutais tout le monde, puis je me suis donné comme défi de vous résumer 60 ans en 60 secondes. OK? Timer? Go. Donc, l'entreprise a démarré en 1957, ici en Beauce, par un monsieur Tanguay. Mon père a travaillé là. Je suis donc, moi, deuxième génération. Je suis une relève. Secondaire ici, cégep à Québec, université à Québec aussi. Rendu en 88, j'avais fini l'université. Je savais pas grand-chose, mais je savais deux choses qui étaient claires dans ma tête. La première chose, c'est que jamais de ma vie que j'allais revenir dans Beauce. La deuxième, c'est que jamais que j'allais travailler pour l'entreprise familiale. 30 ans plus tard, me voilà. Je suis rendu où dans mes secondes? 30 secondes. 30 ans plus tard, je suis ici. Je suis revenu en 88. Et tout de suite là, puis il y a une entreprise que je parle pas souvent, qui est une super belle business là, qui s'appelle BCH Image. C'est là que Gabriel a travaillé. Mais on a commencé ça en 88. J'ai entré dans l'entreprise familiale en 88. Je vais vous éviter un paquet de transformations, mais les gros blocs, c'est qu'en 2009, il y a eu une transformation assez fondamentale dans notre modèle d'affaires, dans notre façon d'aller au marché, qui nous a aidés et que je pense nous a nous a propulsé aujourd'hui où on est. 2018, Altrom, j'en suis le président. On est une entreprise d'à peu près 250 personnes, dont 100 ici en Beauce, puis les autres un peu partout dans le monde. J'ai même un représentant de New York, dont je suis très fier, Alberto, qui est ici aujourd'hui. Donc, l'entreprise a un purpose, c'est célébrer et inspirer, aider les compagnies, aider nos clients à célébrer les événements importants qui arrivent dans leur vie et les aider à inspirer leurs gens par l'application de la reconnaissance. Ça me fait un peu drôle, puis là, m'a dépassé mon 30 secondes. Ça me fait un peu drôle d'être ici avec vous autres parce qu'on parle famille et affaires, puis je veux mettre le stage tout de suite. Vous allez entendre des choses de moi qui sont mes perceptions, ce que je crois, mais je prenais pas rien pour du cash parce que je l'ai pas vécu. Ok, je suis en plein dans cette transition-là et ça me fait plaisir de partager avec vous autres là-dessus, mais prenez pas pour du cash que ce que Bernard a fait, ça a marché. On ne le sait pas encore. Merci, Bernard. Alors, on vous a dit qu'il y aurait 3 blocs. Commençons par notre premier bloc, où on parle de communication. On parle de communication, situation familiale, arrivée dans l'entreprise. J'aimerais peut-être vous entendre parler un peu de comment est-ce qu'on vit ça, passer de la famille en affaires. Je ne sais pas si, Gabriel, tu voudrais commencer par nous parler de comment ça s'est passé, ton arrivée. Chez Image, comment tu as vécu ça un peu? Oui, mais en fait, quand je suis rentré chez BCH Image, c'est drôle, mon père m'avait dit « T'as une affaire à faire, puis c'est de s'intégrer. Intègre-toi comme du monde. » C'est les premiers, je pense que c'est ça que tu m'avais dit. Puis, en fait, une chose qui est importante à savoir dans l'image, mon père, c'était pas mon boss. Donc, on se voyait pas souvent, on n'était pas en lien direct. Donc, la relation père-fils en affaires, si on veut, je l'ai pas tant vécu. Ce que j'ai plus vécu chez Image, c'est vraiment si on veut, les stéréotypes qui s'appliquent au fils du boss. Donc, je crois que chaque intégration est unique pour fils ou fille d'un boss dans une entreprise, mais il y a certains stéréotypes ou certains préjugés qui sont là, je pense que peu importe qui rentre va les avoir. Genre de stéréotype, t'es pas là parce que t'es le meilleur pour faire la job, t'es là parce que ton père c'est le boss. Fais attention à ce que tu dis. En fait, les autres vont faire attention à ce qu'ils disent parce que Dieu sait que la seule affaire que je veux faire, moi, c'est de répéter le soir à mon père. Puis... En plus, il parle pas. C'est ça.
Puis, troisième des choses, tu es perçu différemment que les autres employés normaux, si on veut. Petit exemple rapide par rapport à ça, je me souviens, à peu près une semaine après que je sois rentré en entreprise, la directrice de production m'a fait venir dans son bureau, puis elle m'a dit, tu sais, Gabriel, le matin, quand tu rentres, parce que moi, j'étais dans un bureau, tu sais, j'étais chargé de projet, j'étais au bureau, puis j'allais des fois dans l'usine. Puis elle me dit, tu sais, quand tu rentres le matin, ça serait bien qu'à chaque matin, tu passes dans l'usine, puis tu ailles dire bonjour au monde. Fait que je fais, OK, pourquoi? Puis elle dit, mais il y a certaines personnes dans l'usine qui pensent que tu te penses meilleur qu'eux parce que tu vas pas leur dire bonjour. Fait que j'ai fait tabarouette, c'est pas le cas, tu sais. Mais déjà là, j'ai vu tout de suite que la chargée de compte qui était à côté de moi, elle avait pas besoin d'aller dire bonjour au monde. La graphiste, elle avait pas besoin de dire bonjour au monde. Mais moi, c'était perçu comme ça. Donc, on arrive dans une entreprise, puis il existe ces préjugés-là, ces stéréotypes-là. Mais très, très, très rapidement, dans mon cas du moins, tous ces barrières-là ont tombé. La vraie communication a pu embarquer, la vraie collaboration a pu embarquer aussi. Pardon. Puis, le nom de famille Bolduc, il a rapidement tombé. Il ne voulait plus rien dire pour eux autres. Puis c'est ce que j'aime parce que c'est là que la vraie collaboration peut commencer. Donc, c'est un peu ça mon histoire d'intégration, si on veut. Est-ce que ça se vivait de même au féminin aussi? Au féminin. Ben moi, il y a peut-être un petit peu quelques différences. C'est-à-dire que quand je suis revenue en 2013, je dis revenue parce que ça fait 41 ans que ProCycle existait, Rocky. Donc, il y a une portion des employés, en fait, qui m'ont connue et qui m'ont vu grandir. Fait qu'il y avait quand même une proportion... Je pense à Mimi, dans le fond, là-bas, qui m'ont vu à 15 ans là, faire des photocopies. Puis, fait que, quand je suis revenue, il y a quand même une batch de monde, en fait, qui m'avait déjà vu grandir, qui me voyait d'un autre œil. Il y avait des gens qui savaient pas qui j'étais non plus, fait que ça faisait quand même une dynamique un peu différente. Moi, il y a une des choses que j'ai fait quand je suis arrivée, un à un, là, pas de façon systématique en conférence, mais un à un, quand j'interagissais avec mes collègues, puis quand ils me parlaient, puis ils me disaient oui, j'ai parlé à ton père, ou oui, j'ai vu ton père, ou tu diras à ton père, je mettais les choses assez... franchement sur la table, je leur disais là on va mettre quelque chose tu sais tout de suite là, tu dis pas mon père, tu dis Raymond ou monsieur dit-il selon comment tu l'appelles parce que ici c'est pas mon père, tu sais c'est mon père mais t'as pas accès à mon père. Moi c'est très important pour moi que tout le monde comprenne que la relation qu'on avait au travail, même si on est père-fille, ben c'était une relation professionnelle, là. C'était une relation, j'ai l'impression que ça a fait du bruit. Fait que je pense que ça pour plusieurs ça a fait du bien parce que moi non plus je référais pas à lui en disant je vais aller voir mon père, là, je disais Raymond. Fait que je pense que ça mettait quand même les balises. Puis je lui ai aussi demandé à lui de pas dire, quand il parlait aux autres, de pas dire sa fille. Fait que je pense que ça l'a aidé aussi quand même à dissocier les relations, les communications. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on est, tu sais, on n'est pas à l'abri des préjugés que les gens ont par rapport à ça, mais en même temps, nous, c'est notre normalité, là. Dans le sens que moi, je peux pas m'extraire de mon ADN, je peux pas m'extraire de mon contexte familial. Donc, des fois, ça joue un peu dans la tête. Tu sais, faut pas se leurrer. Mais je pense que c'est toujours important de se dire qu'on fait les choses pour les bonnes raisons, qu'on est là pour... Oui, on est là aussi un peu dans le contexte où est-ce qu'on se fait donner des chances parce qu'on est en famille, mais l'idée, c'est de les... peut-être qu'on est là pour une première fois à cause d'une chance qu'on se fait donner. Puis peut-être que si on veut rester ou si on reste puis qu'on continue, ben c'est parce que là on l'a mérité ou en fait on le travaille de notre manière. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut qu'on soit vigilant avec nous-mêmes aussi là. Mais avec les collègues, ben, c'est toujours une question de communication, de collaboration, puis d'être très respectueux. Moi, c'est un petit peu différent. En ce moment, Raymond est mon direct report, c'est-à-dire c'est mon patron direct. Mais je pense que la dynamique, de toute façon, est assez conviviale au bureau. Puis après ça, ben, s'il y a des gens qui foncièrement ont des freins ou ils parlent différemment vu que je suis la fille du patron, rendu là, ça leur appartient. T'sais, c'est un peu les cœurs de patron, eux autres, ils vivent ça comment? Ouais, les cœurs de père. Très bien. Non, mais Gab a super bien expliqué. Là. Je ne prendrai pas le temps, mais c'est sérieux, l'intégration s'est faite comme ça. Moi, je pense que ça nous a aidés.
moi, je me connais un peu, là, ça l'a aidé de pas avoir Gabriel ou un de mes enfants comme direct report. Catherine, qui veut pas que je parle d'elle et où est là. Elle m'a dit, parle pas de moi, ça me fait plaisir. Mais Catherine est dans l'entreprise, ça fait 4 ans. Reporte pas à moi. Puis je pense, moi, c'est important parce que lorsqu'il a dit qu'il s'en allait 1 an avant de le faire, j'ai réalisé que c'est pas vrai que je peux le traiter comme n'importe qui. J'ai réalisé que c'est vrai, il y a un lien là, puis c'est pas facile à gérer. Et la méthode qu'on s'est donnée, c'est que il y a une structure de gestion, il y a une équipe de gestion en place, puis c'est eux autres les boss, c'est l'équipe qui gère la business. Intègre-toi là-dedans, puis fais ta job. Puis le reste, je pense qu'il l'a bien expliqué. Puis pour toi, Raymond? Il faut savoir que Julie est venue 2 fois. Là. Elle est venue une première fois il y a peut-être une dizaine d'années. Elle avait un projet à Québec avec quelqu'un, mais le projet était reporté d'1 an. Ça fait qu'elle m'a appelé et elle a dit « Je te donne le premier choix. » Il la trouve drôle, elle. Je la trouve drôle. Elle dit « J'ai 1 an de libre, je te donne le premier choix. » Ça fait qu'elle est venue travailler 1 an et demi chez nous. Un grand cœur. J'ai un grand cœur. Après ça, elle est repartie à cette époque-là, ça ne portait pas à moi. Puis là, c'est l'histoire qui est revenue parce qu'on avait le projet de vouloir distribuer Colnago. J'avais dit, je suis d'accord, mais ça prend quelqu'un pour diriger ça. J'avais dit à Guillaume, parle à Julie si elle est intéressée, et la négociation s'est faite avec Guillaume. C'est un peu plus tard que Julie s'est rapportée à moi. Premièrement, il faut sachez qu'on a eu une période assez longue de crise. Moi, j'ai pas de culture chinoise, mais je connais les Chinois. Une crise, il y a une opportunité puis une menace. On a réussi à virer cette crise-là en opportunité. Puis évidemment, quand une tas de crise, tu ne gères pas de la même façon que quand ça va bien. Je peux vous confirmer ça. J'en ai eu des crises dans le passé, mais ça dure 1 an. Mais j'en ai une qui a duré 5-6 ans. C'est un peu long. C'est moi la crise ou? Non. Fait que Julie est arrivée un petit peu dans le milieu de ça. Puis je dirais, Julie, le bon côté, je dis toujours, elle a mis de l'huile dans l'engrenage, parce que des fois, on peut être un peu stressé quand on est en période de crise. Puis bon, fait qu'elle jouait bien son rôle à ce niveau-là. Elle était capable de... On pouvait se parler, on fermait la porte par 2. Il y a des affaires qu'on se disait, ou qu'elle me disait, que je voulais pas entendre, mais que j'ai écouté. Donc, ça a bien été à ce niveau-là. Et elle a bien joué son rôle quand elle a dit appelez pas mon père, ton père, etc. Je pense que ça s'est bien joué. Puis moi, quand je rentre au bureau, pour moi, c'est une personne qui travaille dans l'entreprise puis qui a des responsabilités, il faut qu'il les prenne. Fait que si je comprends bien... Puis en général, je pense que je suis peut-être pas le bon œil, mais je pense qu'elle est bien acceptée parce qu'elle joue pas la fille du boss. J'ai toujours été j'ai eu d'autres enfants qui ont travaillé dans la compagnie, puis ils jouaient pas les enfants du boss. C'était très important pour moi. J'ai Christian, il n'est pas ici, là, mais il a travaillé, il était à l'école, puis il travaillait dans l'usine à l'arrière. Il y en a que ça lui a pris 6 mois à savoir que c'était mon fils. Fait qu'ils ont bien joué en game. Fait que si je comprends bien, l'apprentissage au niveau de la communication, c'est que chacun doit trouver sa place pour s'épanouir à l'intérieur de l'entreprise. Mais que chacun a à trouver sa place. Bon, moi, fondamentalement, les enfants, je n'ai jamais dit « faut que vous veniez travailler chez nous ». Okay? J'ai toujours dit « faut que vous soyez heureux, faut que vous fassiez ce que vous aimez ». Puis, pour s'épanouir. Ouais, puis j'ai jamais... La porte était ouverte, mais elle n'était pas... vous entrez, vous ressortez, n'importe quoi. Si allons plus loin. Si vous n'êtes pas heureux, restez parlons pas là. donc, lorsqu'on a à prendre des décisions en entreprise, comment ça se passe? T'sais, on a parlé de la communication. Maintenant, parlons donc des décisions. Comment sont prises ces décisions-là en entreprise? Bon, mais chez nous, évidemment, je répète, là, quand on est en période de crise, là, c'est comme un capitaine de bateau, quand il y a une tempête, tu consultes, mais pas trop. Puis quand la tempête se calme, tu mets une structure. Nous autres, chez nous, depuis 2 ans, on a mis ce qu'on appelle un comité exécutif de 4 personnes plus moi. Donc, c'est plus structuré que ça l'était dans le temps de la tempête. Okay? Puis ça me plaît à dire qu'on a la parité. On a 2 hommes et 2 femmes sur le comité exécutif. Puis c'est intéressant d'avoir le volet féminin. Moi, j'ai été élevé par un père, mais par une mère d'affaires. J'ai été élevé dans un contexte, ils disaient pas ça à l'époque, contexte féministe. Là. Ma mère était très d'affaires. J'ai beaucoup appris de ma mère. Ça fait que pour moi, c'est très important que je rôle des femmes. Je travaillais avec ma sœur. Des fois, elle me trouvait peut-être pas correct. Non, c'est bien à donner. Donc, là, c'est défendu de faire pleurer l'assistance. Donc, OK, ça fait que la gestion, maintenant, on a un comité exécutif aux 2 semaines, puis etc. Puis il y a une vitesse de croisière qui se prend de ce côté-là. Je peux me permettre d'être plus absent qu'avant, sans être complètement absent. Tu n'as pas de fauteuil à capitaine dans un bateau.
Mais Comment ça il y se a des vit? pilotes automatiques un peu. Comment ça se vit, Julie? Est-ce que c'est encore toi qui mets l'huile dans l'engrenage? L'huile dans l'engrenage, ben peut-être, oui, peut-être un peu, pas tout le temps, pas de façon structurée, mais c'est sûr qu'il y a une partie de mon rôle, puis tu sais, je l'ai compris quand même assez vite qu'il y a une partie de mon rôle qui est intimement liée à mon ADN, là, dans le sens que qui est intimement liée au fait que je suis sa fille et qu'il est mon père, même si tu sais on veut pas mettre l'emphase là-dessus, mais quand il disait des fois, on fermait la porte, puis je pouvais aller comme un peu plus dans le gras, comme on dit. Puis, tu sais, on pouvait avoir des conversations, je pense, qui étaient plus en profondeur ou plus intenses, ou qu'on se permettait d'aller plus loin, à se brailler d'en face, puis à revenir après, puis à aider à faire des décisions se concrétiser. Mais en même temps, tout ça, moi, m'a permis, puis tu sais, je reviens toujours à ce que Philippe a dit, dans le respect de, à un moment donné aussi, vite comprendre, parce que là, bon, la structure de l'exécutif existe, mais pendant longtemps, Raymond a été relativement seul à prendre ses décisions. Peu importe la structure, peu importe les gens qui étaient autour. Fait que, mine de rien, le respect, il est comme arrivé aussi dans la compréhension de la solitude de l'entrepreneur. Là, tu sais, il l'a déjà dit, je l'avais déjà entendu et compris. Mais là, j'ai vu, en fait, ce que ça voulait dire de se sentir seul à prendre des décisions parce que tu es seul avec le poids de ce que tu sais, de la crise que tu es en train de vivre. Je pense que l'exécutif, ça l'a aidé ça a comme un peu départagé aussi, mettre sur plusieurs épaules. Puis je pense que ce que j'ai beaucoup aidé puis ce que j'aide encore, c'est que de lui faire comprendre qu'il n'est plus seul. Donc, qu'il y a des gens autour de lui, puis on peut partager le stress, puis on peut partager aussi ensemble autant les décisions que les répercussions de ces décisions-là. Fait que peut-être que l'huile dans l'engrenage, c'est ça. Je suis comme une mécano. Finalement, je suis une mécano de Raymond. C'est ça mon rôle. Julie. Bernard. Du côté des Bolduc, là. Il y a peu de sujets. Est-ce qu'on a le même modèle ou on a instauré un autre modèle de prise de décision? Il y a peu de sujets dans tout ce qu'on parle que j'ai des décisions, pas des décisions, mais des positions aussi arrêtées que celui-là. Fait que si je parle fort, Élise, je m'excuse, elle m'a averti hier, elle a dit « tape pas quand tu parles ». Si je parle fort, c'est juste ma conviction de ça, et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, là, depuis 2001, en 2001, j'ai rencontré des gens qui m'ont marqué au niveau de la prise de décision en entreprise, de la famille, puis de l'actionnariat. Puis le concept est simple pour moi. Il y a 3 cercles. Puis Serge, écoute, je t'ai partagé ça il y a 2-3 semaines. Mais le cercle famille, c'est un cercle. Okay? Le cercle gestionnaire, les gens qui dirigent la business, c'est un autre cercle. Et le cercle actionnaire, la propriété de l'organisation, c'est un autre cercle. Et selon moi, la recette magique pour créer un bordel dans une entreprise et faire en sorte que toute ton équipe de gestion va sacrer son camp, c'est de mélanger tout ça ensemble. C'est de parler de business avec la famille, là, puis de dire, hey, tel employé, me semble que ça devrait être ça, puis lui, me semble qu'il est bizarre, puis c'est tout ça, là. Et je pense que lorsque la famille, qui est un cœur essentiel, joue son rôle de famille, les actionnaires jouent leur rôle d'actionnaire et que les gestionnaires gèrent la business. Cette clarté-là amène beaucoup de potentiel. Okay? Puis je regarde l'équipe à Louis-David, et ils sont à peu près tous là. C'est eux autres qui runnent le show. C'est pas, il n'y a pas de discussion chez les Bolduc à la maison là, de dire me semble qu'on devrait embaucher du monde ou me semble qu'on devrait. Ça n'existe pas chez nous. OK? Les discussions qu'on a, de temps en temps, on met le chapeau d'actionnaire, puis on en parle. OK? Les discussions de famille, c'est une chose, mais des discussions d'opération, ben Catherine va en avoir avec l'équipe de gestionnaire, mais son chapeau, ça n'a rien à voir avec sa propriété de l'entreprise ou pas, mais bien sa capacité de gérer l'organisation. Fait que chez nous, ça nous a servi, puis je pense moi, je suis très ancré dans ce modèle-là. Famille, actionnaire, gestionnaire, c'est 3 choses. Et là, ça l'amène plein de clarté en passant. Ah, mais il est dans la famille, on devrait avoir les mêmes salaires, on a des actions, on devrait... Tout ça devient bien clair, là, ça se place tout à leur place, puis je pense que ça permet d'avancer.
Merci, Bernard, de partager ce modèle-là. J'ai parlé beaucoup, hein, là. Non. Tu t'es pas choqué? Je me choque pas. Je m'exprime. Chez Case Me, les décisions... Ben, écoutez, c'est de loin la même ampleur d'entreprise, donc c'est sûr que c'est moins William les décisions là-dedans. Mais est-ce qu'on consulte? Oui, c'est sûr. On est entouré de gens qui ont plus d'expérience, puis on n'hésite pas à aller demander de l'aide ou demander des questions. Puis pour revenir sur ce que tu disais, quand j'étais chez Image, je crois que les gestionnaires ont jamais senti le besoin de nous regarder puis de dire OK, est-ce qu'ils vont être d'accord avec ça? Ils savaient qu'ils étaient à leur place, qu'ils prenaient une décision, puis c'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises. Puis les enfants aussi, je parle pour moi puis mes deux sœurs, on n'a jamais senti le besoin non plus, je crois, d'aller s'intégrer dans les opérations, d'aller juger les opérations. Juste, je crois que c'est inconsciemment, on l'a jamais fait, mais c'est parce qu'on savait pas ce qu'on parlait, si on veut. Là. Okay. Fait que c'est pareil. C'est ça. Mais ça a toujours été très clair, mais puis respecté aussi chez nous. C'est intéressant comme réflexion pour quelqu'un de ton âge. Si jeune. Non, mais je trouve ça bien que quelqu'un de ton âge soit capable de quand même avoir une réflexion sur son passé. Parce que si j'ai bien compris, là, tu as dit, je comprenais que je comprenais rien. Hein? Oh oui. OK, bon, c'est bon. OK. Ouais. Bien, tout ça nous amène à voir que, tu sais, moi, ce que je trouve comme apprentissage sur les décisions, c'est qu'il n'y a pas juste un modèle. Il existe plusieurs modèles. L'importance, c'est peut-être justement de trouver le modèle qui nous ressemble le plus. Puis je pense qu'on a eu un bel exemple ici, autant du côté de Rocky Mountain, autant du côté de Altrom, autant du côté de Case Me, qui est en train de développer son modèle aussi. T'sais. Fait que merci. Je pense que les modèles, excuse. Oui, vas-y, Julie. Je te l'ai dit, Bastien, je vais te couper. Mais je pense qu'en plus, les modèles, peut-être que Bernard est très structuré dans son modèle, puis il l'a fait évoluer. Je pense que de notre côté, en fait, Raymond est plus intuitif, puis il est plus organique, mettons, dans sa façon de gérer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil des années. Son modèle est pas aussi strict et point sur la table que Bernard, mais il évolue par contre. Il est pas rigide dans cette structure-là qui n'était pas la même, puis elle évolue, puis elle change. Fait que je pense que c'est important de dire que les modèles aussi évoluent ou peuvent changer. Tu peux ne pas garder le même modèle décisionnel ou le même modèle. Très bon point, Julie. Merci. Ce qui nous amène tout de suite à parler de la pérennité. Puis parler de la pérennité, écoute, Alex, je veux pas te sentir mal, là. On va parler quand même d'un sujet qui en est un de... On va parler de l'argent. Hein? Parce que ça, c'est le sujet qu'on parle jamais. On dit toujours non, l'être humain est important. Parlons, l'argent, là, c'est pas un problème. Non. Comment on parle d'argent quand on est en famille, en affaires? Hein? C'est une grande question. Là. C'est une petite question, mais c'est une grande question. Ouais. Mais comment on parle d'argent? Moi, quand je dirais chez nous, c'est pas vraiment en famille. Je suis sûr qu'inconsciemment, c'est Jacques qui disait ça à un moment donné, que l'entreprise, sans le dire, par osmose, rentre dans l'esprit des enfants, mais malgré qu'ils ont vécu un père qui est en affaires puis une mère qui supportait... ils disent toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ça fait que je cherche toujours c'est qui est derrière le pape. C'est une autre histoire, ça. Mais... Ça, à voir Geneviève, on voit qu'il avait prévu de la dire, ça. Mais elle ne croit pas que son père vient de dire ça. Donc, on n'a pas vraiment des... Indirectement, tu en as toujours, mais c'est un peu comme Bernard. Moi, je discute pas à la maison. Cet employé-là, je l'aime pas, lui, je l'aime, etc. Il n'y a pas de ces discussions-là. Je dirais, ma femme, elle a entendu des choses des fois. Elle a une très grande qualité, elle écoute, puis après ça, c'est pareil comme si elle ne le ressent pas. Elle a bien joué un rôle là-dessus de punching bag, je dirais. C'était pas... mais on parlait pas vraiment d'argent. Puis moi, j'ai toujours un critère, les enfants, c'est important pour moi qu'ils sachent la valeur de l'argent. OK? Fait que les 5, si tu vas à l'école, je paye, si tu vas pas à l'école, je paye plus rien. Fait que j'ai eu ma plus vieille qui a voulu arrêter d'aller à l'école pendant un an, puis
J'ai dit à ma femme, laisse-le faire. On ne paye plus rien. Elle a trouvé une façon. Elle a dit, je vais aller apprendre l'espagnol en Espagne. J'ai payé. Mais elle parle couramment espagnol. Okay? Mieux que l'anglais. Ce qui n'est pas un défaut, hein? Non, on peut avoir gardé ça toute sa vie. Fait que nous autres, l'argent, c'était très... D'ailleurs, je partais beaucoup en voyage. Il y en a qui partent en voyage. Moi, depuis 1977, c'est ma vie de partir en voyage. C'était très compliqué dans l'Asie à l'époque. Puis t'es en manie, quand tu pars en voyage, tu reviens avec des cadeaux. OK? Puis j'ai 4 enfants. Fait que moi, j'ai pas fait ça. C'est qu'aux 4-5 voyages, je ramassais qu'il fallait que j'en ramène 4. Fait que les enfants, ils m'attendaient pas pour des cadeaux. Quand il y en avait, ils étaient contents. Puis c'est toujours un peu la philosophie. Puis, bon, au point de vue monétaire, une chose que j'ai faite, j'ai acheté le premier char, c'est le premier puis le dernier. Puis le reste, j'ai jamais des 4 pneus. Tu es obligé de mettre des 4 pneus, puis il faut que tes freins marchent. Le reste... Jacques, il l'a encore. Mais il y a 4 pneus à neige, puis les freins marchent. Le reste, occupe-toi-en, tu mets du gaz dedans. Fait qu'ils ont toujours, je pense que c'est important pour moi qu'ils sachent la valeur de l'argent. Fait que quand je peux les aider, je les aide, mais là, je veux dire, c'est pas le bord ouvert. Fait que je pense qu'ils savent toute la valeur de l'argent. C'était ça qui est important pour moi. C'est vrai qu'il n'y avait pas des grosses discussions sur l'argent. Il y avait quand même quelques plus jeunes, il y avait quelques rencontres, en fait, où est-ce que tu nous présentais, en fait, ton portfolio d'entreprise, là, parce que là, on est ici pour Rocky, mais il y a un portfolio de choses qui existent, là. Puis, tu sais, tu nous présentais ça, mais sans jamais mettre l'emphase sur la valeur monétaire de ces choses-là ou comment ça fonctionnait monétairement ou fiscalement. Mais on a quand même eu un rapport à l'entreprise, au fait que les choses se passaient, que oui, on était peut-être un peu plus aisés, en fait, financièrement, mais d'un autre côté, quand il y avait des crises, on ressentait absolument rien de ça en tant que famille ou en tant qu'enfant. Fait que, tu sais, je reviens à la solitude de l'entrepreneur, là. Fait que, tu sais, on n'en parlait pas quand ça allait très bien ou s'il faisait beaucoup d'argent dans une année, mais on n'en parlait pas non plus quand s'il en faisait pas, puis si c'était plus difficile pour lui, puis qu'il fallait qu'il ajuste. Fait que, tu sais, cette neutralité-là par rapport à l'argent, je pense que c'était pas parce que c'était tabou, c'était juste parce que ça faisait pas partie de ce qu'on devait savoir ou pas savoir. C'était la valeur de l'argent. On n'était pas spoiled, on n'était pas comment on dit ça? On n'était pas gâtés pourris, mais on a, c'est ça. Fait qu'on était un petit peu protégés de ça, mais sans être complètement omnibulés ou mis de côté. Je sais pas. De votre côté, Bernard? Je pense qu'un Bernard, tu as un autre genre de modèle. Oui, ben on en parle. Non, c'est sûr, mes modèles. Hein? Ça doit être sur Excel en quelque part. On parle d'argent. En fait, c'est bizarre, mais on en parle une fois par année. Okay? Jamais qu'on parle d'argent, je devrais pas dire jamais. On en parle une fois par année, puis ça s'en vient pas mal toutes les fêtes. Il y a 2 meetings chez nous. Il y a le meeting d'argent, que je vais essayer d'aller un peu plus creux parce que c'est la question, puis le meeting bien plus trippant, que c'est le meeting, c'est quoi nos valeurs? Est-ce qu'on les vit? Est-ce que on évolue comme il faut là-dedans? Ce meeting-là, des valeurs, tout le monde est invité. Chum, les bons chums, là, quand ça fait un bout. Chum blonde, OK, la famille élargie. Le meeting d'argent, puis celui-là, je sais pas si c'est correct ou pas, mais c'est l'approche que j'ai prise, que j'ai copiée, en fait, de certaines personnes qui m'inspirent. Mais chez nous, les enfants ont 100% de visibilité, de connaissance absolue, en fait, de toutes les structures, toutes les valeurs, tous les chiffres, toutes. Okay? Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Fait qu'à chaque année, tout est regardé et les compagnies, Altrom, BCH Image, sont présentées comme une des composantes de ce patrimoine-là. Puis j'essaie d'amener la fameuse vision d'actionnaire, là, de dire pensez en investisseur. Comprenez ce que c'est. Puis je souhaite pas chez nous que personne n'ait de surprise si Élise puis moi on tombe en avion puis on disparaît, que tout d'un coup ils apprennent des choses. Fait que je sais pas si c'est correct. T'sais, sincèrement, je le sais pas. C'est comme ça qu'on marche. C'est une fois par année qu'on en parle et c'est transparence complète. C'est l'approche. Puis comment on entend ça, Gabriel, quand on a 13 ans? Ben c'est ça, ça fait 10 ans. Donc j'avais 15 ans quand on a commencé. Puis honnêtement, à 15 ans, ni moi, ni je pense mes sœurs non plus, on comprenait rien.
Catherine, oui. Catherine peut-être, mais tu sais, à 15 ans, moi, l'important pour moi, c'était j'ai combien d'argent dans mon compte chèque, puis je peux aller au cinéma. C'est pas... Oui, on voit des beaux chiffres au tableau, oui, on voit des entreprises, puis des gros concepts, puis des grandes lignes, mais ça m'a pris, je dirais que je pense que ça fait 2-3 ans que je comprends vraiment l'essence du message. Fait que l'apprentissage a été très, très long. Mais je crois que c'est nécessaire quand même, du moins, je le pense, parce que tu aurais pu facilement dire, mais c'est pourquoi les enfants ne comprennent rien, fait que pourquoi je le fais? Mais aujourd'hui, peut-être que je ne comprendrai pas encore. Donc, ce message-là, je crois qu'il est très important. Puis, c'est pas une question de dire combien d'argent que je vais peut-être potentiellement avoir dans mon compte de banque quand ils vont être morts. Tu sais. C'est pas ça le message. Le message, c'est vraiment plus, c'est quoi les options qui s'offrent à nous en tant qu'enfants? Tu sais, on parlait de la famille, on parlait des actionnaires, des gestionnaires. C'est quoi qui s'offre à nous comme option? Je suis obligé de reprendre la compagnie familiale, je suis obligé d'être le boss de la compagnie familiale pour qu'elle reste en famille. Non, il existe d'autres options. Fait que pour moi, c'est ce message-là qui était super important. C'est ça qui m'a pris du temps à comprendre. Pierre. Ouais. Fait que t'es parti. Ouais, fait que je suis parti. C'est ça. Ouais. Abandonné, c'est ça. Et croyez-vous que ces modèles-là vont assurer une pérennité des entreprises ou assurer la pérennité du capital? Parce qu'on sait que dans Beauce, là, écoute, la plupart des entreprises appartiennent à leurs propriétaires. Là. C'est une des forces d'ailleurs de notre région. Ma conviction, c'est l'éducation qui amène la pérennité. Puis pas l'université, là. C'est l'éducation de ce qu'on se parle. La grosseur, puis il y a tellement des belles stats. J'étais avec Serge encore. Il y a tellement des belles stats sur des fortunes, puis je dis pas que je parle pas de nous autres, il y a des grandes fortunes qui se détruisent, puis ultimement, ça se détruit parce qu'il manque d'éducation, il manque de compréhension. C'est pas la grosseur qui est importante, c'est cette compréhension-là. La pérennité de l'entreprise est importante. Pour moi, là, est super importante. C'est plus le côté émotif, ça. Mais ultimement, si les enfants ou n'importe qui décident que dans le portefeuille, ça, cet actif-là serait mieux d'avoir une autre chose, ben moi, je vis bien avec ça. Okay. Je pense. Ça m'est pas arrivé encore une fois, là, mais je pense que je vivrais avec ça correct. Pour moi, donc, c'est la pérennité du patrimoine, la pérennité des valeurs. C'est ça qui compte. De votre côté, Raymond? Bon, moi, je suis moins structuré que lui. Encore une fois, j'ai mon tempérament, il est peut-être différent du sien. Bon, j'ai beaucoup géré tout seul, etc. Puis je pense que je vais le dire, débutant, j'aimais mieux de pas le dire, pas lui faire peur. J'ai eu des très bons banquiers dans mon histoire. C'est très important d'avoir des bons banquiers. Ne dites jamais de mentir aux banquiers. Mais ne leur dites jamais tout. C'est une règle que j'ai toujours suivie. J'ai même un banquier, j'ai dit ça avec notre banquier actuel, j'ai expliqué ça dernièrement, elle a dit, la dame de Toronto, c'était parfaitement raison, c'est toi qui gères. Donc, j'ai dit, c'est normal qu'on ne sache pas tout. Fait que, bon, ce que j'ai fait, Lise, qui est une famille qui n'était pas dans les affaires comme telle, j'ai d'autres compagnies, puis très tôt, je l'ai mis autour de la table sur le conseil consultatif. Mon thinking, c'est-à-dire, si je meurs demain matin quand les enfants étaient plus jeunes, ben, il ne faut pas qu'elle se fasse drainer par les enfants, il faut qu'elle comprenne ce que c'est les affaires, etc. Fait qu'elle a été immersée là-dedans, même si elle vient de démissionner. de ça, ben, elle a fait 20 quelques années là-dedans. Donc, c'est ça. Puis je sais que les enfants, encore une fois, je reviens à la valeur de l'argent. J'ai aucune crainte demain matin, je suis plus là. Ils dilapideront pas ce qu'il y a. Par contre, j'ai posé une question constante, c'est quoi que vous voulez faire? J'ai posé une question à un moment donné. Si je meurs demain matin, est-ce que vous vendez à la compagnie? OK? Puis s'il me répondait oui, s'il m'avait répondu oui, j'aurais dit, j'ai pas besoin de vous autres, je vais m'en occuper. OK? Non, c'est aussi simple que ça. OK? Fait que la réponse a été non. Je pense qu'ils ont tout un intérêt à rester actionnaires. Gérer ou pas, c'est autre chose, mais je pense qu'ils comprennent le rôle d'actionnaire qu'il peut avoir. OK, puis c'est clair que dans les prochaines années, bien là, quand la business va mieux, ça va mieux de répartir la bonne histoire. Fait que comme je l'ai dit, c'est évolutif. Là. Mais l'essence, moi, si je parle de valeur, là, je pense que mes enfants connaissent la valeur de l'argent, connaissent aussi la valeur de l'amitié, ils ont des amis, etc. On est bien en Beauce, là, parce qu'il n'y a pas de ghetto. Puis je m'explique, à Montréal,
J'ai des amis, c'est des ghettos. C'est que les enfants étaient à l'école privée, avec des enfants qui ont été à l'école privée, ça fait des ghettos de riches, entre parenthèses. Moi, j'ai été élevé comme ça chez nous. J'avais des amis, ma mère ne me demandait pas c'est qui ton père et ta mère. C'était des amis, quand c'était les amis de ses enfants, tu n'avais pas le droit de chialer, il y avait le droit. J'ai élevé mes enfants comme ça, ils ont des amis, je ne demande pas, à un moment donné, je leur demande c'est qui le père et la mère, mais ça n'a pas d'importance. Fait que je pense qu'ils ont une valeur humaine importante. Puis je pense que je meurs un matin, ils dilapident pas accompagné. D'ailleurs, ça fait quoi, 7-8 ans ils sont mis actionnaires. Je leur ai donné, ceux-là qui ne sachent pas, la Caisse populaire. Tu t'es demandé si tu le disais, là? Non, mais la bâtisse de la Caisse populaire appartient à moitié à Marcel puis moitié à mes enfants. Fait qu'ils sont habitués ils sont obligés de se parler à 4, là, puis gérer à 4. Donc, ils apprennent à négocier avec Marcel. Ça a été un long processus, à ce que je cherche, mais au moins, ils apprennent à... Puis quand c'est de l'usurerie, l'estate de l'immeuble, s'il n'y a pas d'urgence à gérer, ça se gère différemment. Fait que tranquillement, là, il se fait de l'apprentissage. Je vais faire du pouce là-dessus, en fait, parce qu'il y a été deux choses quand tu dis... c'est comme un peu l'ironie des fois de la structure, là, quand tu dis on est tout intéressé à rester actionnaire. En ce moment, on l'est pas. C'est comme il est propriétaire unique. Mais tu sais, il y a toujours eu c'est important de le dire. Non, mais il y a toujours ce désir-là aussi que, tu sais, qu'on soit au courant, effectivement, là, puis qu'on veuille effectivement que cette business-là continue. C'est pour ça que les décisions restent émotives, là, quand la décision de devenir Rocky Mountain, la décision de laisser aller deux marques, la décision toujours, mais c'est toujours dans le désir de la pérennité en Beauce, avec des emplois en Beauce, avec être un employeur de qualité dans la communauté. Fait que ça a toujours été son grand désir qu'on va vouloir continuer, là, peu importe c'est quoi la structure de la famille à travers ça. Puis oui, effectivement, son legs de pérennité, c'est comme si son legs de pérennité, outre Rocky Mountain maintenant, mais son legs de pérennité envers nous, c'est de nous avoir légué une compagnie de gestion de placement, d'immobilier, puis pour nous permettre justement que si c'est pas dans Rocky Mountain qu'on est capable de finir à être une famille en affaires ou travailler complètement tout le monde ensemble, ben les 4 enfants, on travaille ensemble avec cette compagnie-là, puis on travaille avec, puis on est copropriétaire avec Finlock. Puis ça nous apprend énormément, là. Je veux dire, on peut pas apprendre mieux qu'avec Marcel Dutil comme copropriétaire d'une compagnie. Fait que ça, c'est un leg, en fait, de pérennité que je vois qui est pas nécessairement juste associé à Rocky Mountain ou à son entreprise à lui, mais de vouloir dire, ben faites vos armes aussi avec autre chose, peu importe la structure que ça a, puis comment on veut le faire, puis il nous laisse beaucoup, beaucoup de liberté. Fait que si je comprends bien, là, l'apprentissage, là, dans tout ce que vous avez dit, c'est que l'argent, il faut trouver une façon d'en parler, mais il faut aussi s'en occuper. Est-ce que ça pourrait résumer... Puis c'est pas le centre de la chose. On vient de passer à travers nos 3 sujets, là, puis je vais être honnête avec vous autres. Je voudrais vous remercier pour votre transparence, votre honnêteté. Je sais que des fois, c'est pas il y avait rien qui était vraiment stagé. Là. On avait discuté, on avait parlé. Puis il y avait un quatrième point que je voulais aborder. On va laisser l'argent, là. Parlons de l'héritage. Parlons de l'héritage, mais j'aimerais ça. Dans nos discussions, je vous ai demandé, 3 choses que vous croyez avoir héritées ou que vous avez transmises. Pour certains, c'est facile. Les plus âgés, ils ont toutes 3-4 affaires. Il faut que je choisisse dans le lot. Les plus jeunes, ils disent 3. Quand j'en ai 1 ou 2, je suis content. Fait que j'aimerais peut-être qu'on clôt justement là-dessus, à savoir... les principaux apprentissages que vous avez retenus d'une famille en affaires, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus large que ce qu'on a discuté, mais peut-être 1 ou 2 points qui vont justement faire partie de l'héritage que vous allez laisser ou que vous avez reçu. Et là, je peux commencer. On va laisser Raymond commencer. On va laisser Raymond commencer, les autres s'ajusteront. Non, mais je vais y aller rapidement. Oui. Je pense, puis il y a des gens qui ne sont pas en affaires, qui ne comprennent pas ça. Ils ont l'impression qu'il existe une entreprise égale profit, puis le monde se paye des dividendes. Vous savez tous, en tout cas, 99% dans la salle, c'est pas parce que vous avez une entreprise puis on est incorporé au bout que c'est profitable. OK? Il y a des sueurs, puis il y a des challenges, il y a des défis, il y a des opportunités.
il y a des chances. En affaires, je dis toujours, c'est mieux d'être chanceux qu'intelligent. On va mixer les deux, ça va bien. Mais des fois, d'ailleurs, au début de ma carrière, moi, ça allait très bien. Tu penses que tu es bon, tu comprends que tu es chanceux. Okay? Ça fait qu'il y a des hauts et des bas. En vieillissant, tu apprends ça. Donc, je pense qu'ils l'ont vu indirectement. Aussi que quand il y a une menace ou quand il y a une crise, là, il y a menace et opportunité, je reviens avec mes Chinois. Là, et il y a vraiment, dans chaque crise, il y a une opportunité. Puis c'est pas évident des fois quand tu es en pleine crise. Okay? Puis en parlant des Chinois, moi, j'ai un défaut aussi. J'ai appris des Japonais et des Chinois. Vous savez, quand ils disent oui, ça ne veut pas dire oui. Hein? Okay? Ça veut dire oui, j'écoute. Ça fait que des fois, ça déroute un peu de monde. Je peux sembler dire oui, mais j'écoute. C'est plus tard que tu acceptes. Puis il y a toujours une solution. Ça, c'est mon côté ingénieur. Il y a toujours une solution. Quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, ce qu'on ferait dans la vie, on ferait rien. Puis une entreprise existe parce qu'il y a un problème. Si tu résous le problème de ton client, tu es en affaires. Puis si le client n'a aucun problème, tu n'es pas en affaires. Il y a toujours une solution à tout. Il s'agit rien que, premièrement, de s'en occuper. Il n'y a rien de pire que quand on a un problème, tu ne s'en occupe pas, il va te frapper d'en face. Mais si tu t'en occupes, en tout cas, dans mon histoire, moi, là, des fois qu'on s'est occupé d'un problème, on l'a réglé plus ou moins bien, mais un problème, ça se règle. Mais il faut s'en occuper, se relever les manches, puis regarder différents scénarios. Puis comme je dis toujours, quand je fais des contrats, j'ai fait des contrats dans ma vie, c'est une question d'imagination. J'ai dû acheter des compagnies, il a fallu que j'aide aux vendeurs. J'ai aidé aux vendeurs à négocier avec moi. C'est un peu bizarre des fois, il y en a toutes les sortes. Mais il y a toujours une solution. Merci, Raymond. Moi, ce qui m'a appris, c'est un être très patient. Je pense que des fois tu dis têtu ou entêté là, par rapport aux crises que tu as passées, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est de la patience là, après 41 ans, autant avec les humains qu'avec les processus, qu'avec justement là, tes solutions qui n'arrivent pas nécessairement tout le temps, tout de suite. Mais tu sais qu'ils vont arriver. J'apprends aussi beaucoup dans le legs symbolique là, et de l'héritage que tu as toujours été vers l'entente versus la mésentente. T'sais, ta première option, c'est toujours l'entente. C'est jamais comme de partir en chicane ou d'être contre quelque chose. Tu veux arriver à quelque chose qui ressemble à de l'entente. Pas compromis, là, j'ai choisi mon mot. Compromis, ça peut être un petit peu plus distrayant. Puis, il y a comme une grosse valeur aussi du développement non académique, c'est-à-dire t'es pas omnibulé par un processus académique ou un parcours académique avec juste des A. Le développement qui se fait de l'humain dans un parcours à travers la vie ou à travers ce qu'on va chercher ailleurs, puis à travers les expériences aussi, ça, tu donnes beaucoup de valeur à ça, autant dans tes équipes que dans ta famille. Là, tu l'as dit avant, là, tu nous as pas demandé de faire partie de l'entreprise, tu nous as jamais obligés d'avoir des parcours académiques très stricts. Fait que ça, je pense que ça fait partie de les 3 points d'héritage que j'ai de toi. Merci, Julie. C'est sûr, moi, je suis en mode de recevoir, si on veut, de l'information puis des conseils. Mais il y a une chose que moi, j'ai vraiment retenue, et c'est la communication. Et communication et éducation, si on veut. Un peu comme tu viens de dire, la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Pas d'être poussé à dire « faut que tu rentres dans l'entreprise, puis faut que tu restes, parce que c'est comme ça que ça marche ». On l'a dit plusieurs fois, il existe plusieurs modèles. Puis c'est important que ça soit communiqué aux enfants. Et surtout aussi ce qu'on a dit tout à l'heure de l'héritage, si on veut, qui est « c'est quoi les options qui s'offrent aux enfants ». C'est quoi les options qui s'offrent? Puis peu importe si vous avez une petite entreprise ou une grosse entreprise, il faut être mis au courant de c'est quoi qu'on peut faire dans la vie. Puis ça doit venir des parents. Parce que l'enfant ne va jamais aller demander, je crois, c'est quoi qui peut être fait. Donc cette éducation-là et cette communication-là doit venir des parents. Puis c'est ça, je crois que c'est vraiment... Je crois que c'est les 2 points que j'ai... Vous l'avez écrit. Si tu continues, Gabriel, là, je pense qu'il y a une larme qui va apparaître à l'œil de Bernard. Non, même pas. Non? Bon, pas devant tout le monde. Je vais aller backstage. C'est ça. Je ne sais pas l'héritage. Ce que je tente de laisser,
c'est des valeurs. C'est des valeurs qui vont permettre aux enfants de devenir le maximum de ce qu'ils peuvent être. Puis tout le monde ici, c'est ça que vous voulez faire. C'est pas bien différent. C'est ça, je pense, qui est important. Gab parlait d'éducation, puis ma note que j'ai prise, oui, on a un bout d'éducation à faire aux enfants. Puis j'aime même pas le mot éducation, surtout un bout de partage. Mais je pense que le bout d'éducation il est hyper important à faire pour des gens comme moi. Je vais entamer ça, là, mais qui vont être en processus de transition dans leurs entreprises. C'est l'éducation de nous autres mêmes. L'éducation de ce qu'on a dans nos tripes. L'éducation de ce qui nous passionne. Parce que, ultimement, et cette stat-là, elle fait glacer le sang, là, mais les plus gros problèmes dans les problèmes de transition d'entreprise, là, c'est pas ceux qui prennent la place. C'est ceux qui la laissent pas. Okay? Puis il y a plein de raisons pourquoi on la laisse pas, la place. Pas d'autres passions, pas d'autres rêves, peur du jugement. Puis je veux pas faire une pub, là, mais écoute, puis Serge m'a encore parlé de toi, mais on a passé 3 jours ensemble à l'école d'entrepreneurship dans Triomphe. OK? Et ça l'amène tellement à des bonnes questions là, sur comment je fais pour créer le contexte qu'un transfert avec ton management ou avec ta famille, là, mais fonctionne. Fait que ça serait le bout de mon message là, qui n'était pas sur le script, là, mais que je ferais. Je pense que l'éducation des nôtres est importante, mais il ne faut pas croire qu'on a la vérité. OK? Allons s'éduquer et allons comprendre ce qu'il y a dans nos tripes parce qu'il y a bien des affaires que les causes fondamentales des problèmes de transfert, c'est nous autres. Merci Bernard. On arrive à la toute fin du déjeuner. Je vais inviter Tony à venir se joindre à moi. J'aimerais vous remercier. Vous remercier, pour votre confiance. Ça a bien été, donc félicitations. J'aimerais aussi vous remercier pour votre authenticité puis votre transparence. Parce que l'exercice n'était pas évident. Puis je pense que chacun qui s'était donné des objectifs les a atteints. En tout cas, à l'intérieur de moi, là, je le sens. Puis pour clore le déjeuner, qui de mieux que votre hôte, Tony Turcotte. Merci Bastien. Travail exceptionnel que tu as fait ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous quatre, Julie, Raymond, Gabriel et Bernard. C'est du temps, préparer ça. C'est des efforts, c'est des discussions. Il faut mettre notre cœur sur la table. Vous l'avez bien fait ce matin, vous l'avez fait avec brio. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens dans la salle à cheminer chacun de leur propre côté avec ce qu'on retient, qu'il n'y a pas de modèle unique, mais qu'il y a différents modèles et vous en avez partagé ce matin, puis on l'apprécie beaucoup. Traiter de cette thématique-là, les affaires et la famille, ça s'est fait avec cœur, puis ça va guider certainement des gens dans les prochaines réflexions. À tous les participants qui sont ici ce matin, vous êtes nombreux. On vous remercie. Vous avez toute notre gratitude sans cesse renouvelée. Vous êtes là pour chacune de nos activités et ça, on l'apprécie grandement. Malgré la météo qui était incertaine, on a eu certaines craintes, mais somme toute, on a une très belle salle ce matin. Merci à nos 3 commanditaires majeurs, Desjardins Entreprises, Bernier-Baudry, avocat d'affaires, et dans Cause Conseil en stratégie d'affaires, qui assument les frais des déjeuners, ainsi que les installations techniques. Votre contribution financière est essentielle et des plus appréciées pour le succès de notre déjeuner. J'inviterai d'ailleurs les représentants de ces entreprises à venir me rejoindre ici sur la scène. N'oubliez pas de prendre quelques secondes ou minutes pour compléter votre formulaire d'appréciation avec, non pas avec ma tablette. Tablette, oui. Vous pouvez prendre des notes sur la tablette, mais on a laissé un formulaire également pour recueillir vos commentaires avec le stylo Bernier-Baudry. Une fois vos commentaires mentionnés, vous pouvez repartir avec le crayon, il est à vous. N'oubliez pas également de prendre de compléter le formulaire, c'est ça, je l'ai dit, je cherchais un peu mon texte. Également, nous tenons à vous informer, notre campagne de membership est maintenant démarrée. La campagne de membership 2019. Sur vos tables, vous allez trouver un carton qui mentionne tous les avantages puis la procédure pour devenir membre, si ce n'est déjà fait.
Au cas où le déjeuner ce matin aura suscité de l'intérêt chez vous à débuter une démarche de relève d'entreprise, vous allez trouver à la sortie les représentants du programme Relève PME, M. Filion, que je vous ai présenté d'entrée de jeu. Il va être là pour s'entretenir avec vous. Merci une fois de plus pour votre participation. Je vous invite à remercier chaleureusement une dernière fois nos conférenciers de ce matin. Une bonne main d'applaudissements. Bravo. Bravo. T'as pas pleuré. Bravo.